Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sigle et ABREVIATIONS. BACS. Bulletin des arrêts de la Cour suprême, Brazzaville. BCC. Bulletin du Conseil constitutionnel, Brazzaville. CAA. Cour administrative d'appel. CAB. Cour d'appel de Brazzaville. CCIV, Code civil. CCPTS. Cour des comptes. CE. Conseil d'État. CEXPER. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. CJC, Cahier de la jurisprudence congolaise, Brazzaville. CJCE. Cour de justice des communautés européennes. CMarché, Code des marchés publics. CProfesseur CIVCAF, Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière. CRoute, Code de la route. CPoinRur, Code rural et de la pêche maritime. CSAS. Code de la sécurité sociale. CS. Cour suprême. RJACS. Recueil commenté de la jurisprudence administrative de la Cour suprême du Congo, Brazzaville. Tome C. Tribunal des conflits. TGI. Tribunal de grande instance de Brazzaville. TPCR. Tribunal populaire de commune ou de région. TPDA. Tribunal populaire de district ou d'arrondissement. Introduction. Personnage clé de la vie judiciaire, représentant du ministère public près les juridictions de premier degré, le procureur de la République exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, à l'instar des procureurs généraux qui représentent le ministère public à la Cour suprême et dans les cours d'appel. Très instructif à propos des fonctions exercées par le procureur de la République auprès des différentes juridictions répressives, l'article 20 de loi numéro 1A63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale indique que ce dernier assiste au débat des juridictions de jugement, et toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Protagoniste principal de l'action publique pour l'application des peines, le procureur de la République est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par sa hiérarchie, et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Toutefois, en dehors des affaires pénales, plus exactement les affaires civiles ou administratives, le procureur de la République, en tant que partie principale ou partie jointe, doit assister à l'audience, prendre des réquisitions verbales ou déposer des conclusions écrites qui sont obligatoirement communiquées aux parties avant l'audience. On retiendra, en parlant du ministère public, qu'il s'agit d'une institution d'origine spécifiquement française qui n'aura été que simplement réceptionnée au Congo. Déjà, vers le XIVe siècle, les rois prirent l'habitude d'avoir près des principales juridictions du royaume, des procureurs et des avocats, chargés spécialement de la défense de leurs intérêts. Ces personnels au service du roi furent appelés d'autant plus naturellement à surveiller l'application des peines que beaucoup d'entre elles étaient alors des peines d'amende dont bénéficiait le Trésor royal. Avec le développement des prérogatives de l'autorité royale, ces procureurs et avocats virent leurs attributions grandir. C'est ainsi qu'à mesure que la procédure accusatoire va se développer ou se structurer, ils firent mis en possession du droit d'exercer l'accusation. Ils formèrent alors le ministère public. Comme le souligne Aïssaoui Kamel. Au fur et à mesure, la procédure accusatoire va se structurer pour faire apparaître un juge accusateur qui s'appellera par la suite le parquet, représenté par le procureur de la République. La Révolution, sans supprimer le ministère public, va lui retirer une partie de ses pouvoirs et le disloque. Alors que, dans les dernières années du régime, le soin d'intenter l'accusation puis de la soutenir est confié à un magistrat nommé procureur du roi. Le nouvel ordre judiciaire et procédural institué en 1791 retire au ministère public le droit d'intenter l'accusation et ne lui laisse que celui de la soutenir dans la phase de l'instruction définitive. Ces innovations se révèlent néfastes pour la défense des intérêts de la société, et dès la fin de la Révolution, le ministère public fut reconstitué à peu près tel qu'il était à la fin de l'Ancien Régime et tel que nous le voyons encore de nos jours. Le soin d'intenter l'accusation puis de la soutenir pendant le procès pénal fut confié par la loi du 7 Pluviose en 9 à un commissaire du gouvernement,
et par le Code d'instruction criminelle, au procureur impérial, appelé aujourd'hui procureur de la République. Une analyse de la question des réquisitoires du procureur de la République est aussi bien au plan théorique que pratique pourvu d'un intérêt indéniable. Théoriquement, cet ouvrage devrait nous permettre d'avoir une meilleure appréhension des réquisitoires pris par le procureur de la République. Sur un plan purement pratique, cet ouvrage devrait permettre aux magistrats du parquet de bien cerner les faits et de bien les qualifier, de bien structurer le réquisitoire ou de respecter la logique rédactionnelle, de décider conformément à la loi, permettre aux justiciables de se procurer, de lire et de comprendre les réquisitoires du procureur de la République, pour se faire une opinion du travail abattu et de la décision prise par ce magistrat. Loin de nous la prétention de rendre compte de tous les réquisitoires pris par le ministère public, au contraire, cet ouvrage se veut être simplement un outil au service des magistrats du parquet. De même, les justiciables, souvent peu initiés à la science juridique, ont la possibilité d'accéder aux solutions proposées par les membres du parquet dans les litiges soumis à son appréciation. Ces derniers peuvent ainsi, à travers les réquisitoires du procureur de la République, comprendre la cohérence du raisonnement du ministère public et la loi visée par ce dernier afin de donner solution au problème. Ils épargnent ce dernier des critiques acerbes dont il fait l'objet. Nous avons choisi dans le cadre de cet ouvrage, de présenter dans un premier temps, les différents types et la structure des réquisitoires, Dans un deuxième temps, notre ouvrage sera consacré exclusivement aux exemples de réquisitoires émanant du procureur de la République, IDIFFERENTS type et structure des REQUISITOIRES. Aujourd'hui, en République du Congo, le procureur de la République prend au nom de la loi les réquisitions écrites ou orales qu'il croit convenables au bien de la justice. I1. DIFFERENTS type de REQUISITOIRES. Lorsqu'il emploie le procédé de l'information, le procureur de la République rédige un réquisitoire auquel il joint le dossier d'ores et déjà constitué. Ces pièces jointes ont une grande importance pour la détermination de l'ampleur de la saisine du juge d'instruction. Ce premier réquisitoire, ou réquisitoire introductif par lequel le ministère public requiert le juge d'instruction d'informer, va mettre l'action publique en mouvement. Sous le régime juridique actuel, le réquisitoire introductif établi par le procureur de la République est transmis directement au magistrat chargé de l'information. À l'exception des juges de session et des juges d'instance qui se saisissent d'office, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s'il a procédé en matière de crime ou de délit flagrant. Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. I2 STRUCTURE d'un REQUISITOIRE. Le réquisitoire est un document écrit par lequel le procureur de la République, au vu du dossier constitué par un juge d'instruction, expose les faits et les arguments de droit, lui permettant de bâtir la démonstration de l'existence ou de la non-existence d'une ou plusieurs infractions et par lequel, au terme de cette démonstration, il requiert du magistrat instructeur une ordonnance conforme auxdites réquisitions. Dès lors, on peut considérer que le réquisitoire définitif devrait comprendre deux parties. L'une consacrée à l'exposé du fait du droit qui comporte une démonstration du bien-fondé de la thèse soutenue par l'accusation, l'autre constituée par les réquisitions proprement dites. Ainsi présenté, le réquisitoire ressemblerait, sans qu'il en soit un, à un jugement en ce sens que, comme lui, il comporte des motifs et un dispositif. En réalité, nous devons y ajouter une troisième partie dans laquelle seront sommairement exposés les renseignements recueillis sur la personnalité du ou des inculpés. La traduction écrite de la réflexion conduit nécessairement à une prise de conscience qui permet d'éviter les pièges de l'étourderie et de la sottise. Quel magistrat n'a pas, au cours de sa carrière, suspendu sa rédaction au moment où, la plume à la main, il prenait conscience que telle affirmation ne pouvait être écrite car heurtant le fait ou le droit? Qui n'a pas été conduit à modifier la position qu'il avait envisagé de prendre en constatant par exemple l'impossibilité de transformer un simple mensonge en manœuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie? Le réquisitoire définitif est, en droit, destiné à convaincre le juge d'instruction et à le conduire à décider dans un sens qu'il détermine.
Il a, en pratique, d'autres finalités. Le magistrat qui règle le dossier n'est nullement l'accusation à l'audience. Nous le regrettons profondément, mais le réalisme nous conduit à constater qu'il en va ainsi dans des cas de plus en plus nombreux, sans qu'apparemment nul s'en émeuve. Le magistrat régleur doit avoir le souci de simplifier, soit la tâche de son collègue d'audience, soit la sienne, dans la mesure où certaines affaires ne viendront en jugement que bien longtemps après leur règlement. Ce souci ne pourra être apaisé que par un réquisitoire complet et motivé. Une pareille préoccupation doit être la sienne à l'égard des collègues de sa juridiction de jugement. Sans doute, ne manquera-t-on pas de rétorquer qu'il appartient aux juges d'étudier l'ensemble du dossier qui leur est soumis. Nous en sommes d'accord, et nous pensons que serait bien sommaire la démarche d'un tribunal qui se bornerait à la lecture du réquisitoire. Mais nous estimons que l'œuvre synthétique que doit représenter le réquisitoire définitif est de nature à faciliter au juge la connaissance d'un dossier. Le réquisitoire idéal, à cet égard, serait celui qui intéresserait si vivement le lecteur qu'il lui donnerait envie de parfaire sa connaissance par l'étude du dossier. Le parquetier accable. Enseveli sous les tâches les plus diverses, il appelle au secours. Quoi de plus normal ? Qu'il tente d'être déchargé de certaines tâches dites subalternes que la routine et l'inorganisation judiciaire continuent à lui imposer, voilà qui a notre adhésion. Or, le renvoi devant une juridiction de jugement est un acte grave. Et on ne pourrait pardonner aux magistrats du parquet d'en décider avec légèreté. Apôtre d'une efficacité sereine et d'une prise de décision consciente, magistrat du parquet doit faire preuve de diligence. Notons que dans les litiges soumis à la dextérité du juge d'instruction, diverses sortes de réquisitoires définitifs peuvent être pris par le procureur de la République. Il en est ainsi notamment du réquisitoire introductif, réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel, réquisitoire aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, réquisitoire définitif de non-lieu partiel, de disjonction et de renvoi devant le tribunal correctionnel, réquisitoire aux fins de transmission des pièces à Monsieur le procureur général près la cour d'appel, réquisitoire aux fins de déclaration tardive de naissance, réquisitoire aux fins de déclaration tardive de décès, réquisitoire aux fins de mise en liberté d'office, réquisitoire aux fins de refus de mise en liberté provisoire et de réouverture de l'information, etc. Nous dirons, sans entrer dans les questions de style ou de dactylographie, que le réquisitoire doit être aéré et ne pas être présenté sous une forme pas trop compacte susceptible de rebuter le lecteur. Par contre, il nous faut insister sur la cotation du réquisitoire. Le dossier de l'information est, on le sait, coté. Les affirmations avancées par le magistrat du parquet dans son réquisitoire doivent faire référence à la cote ou aux cotes du dossier sur lesquelles elles s'appuient. Si le dossier est de minime importance, une vingtaine de cotes, l'exigence de la cotation apparaîtra superflue. Pour coter un réquisitoire, deux méthodes sont employées qui ont chacune leurs partisans. Ou bien, on porte les cotes en marge du texte et plus précisément bien sûr à la hauteur des phrases concernées. On écrira ainsi. Ou bien, on mentionne les cotes dans le corps même du texte et la cotation apparaît alors comme une sorte de ponctuation de la démonstration. On écrira ainsi. L'inculpé s'obstinait à nier les faits qui lui sont reprochés, D 42, bien que le témoin d'Isvanel soit resté formel en ses accusations, D 26 D 42, et lorsque l'arme du crime a été retrouvée dans le buffet de son domicile, D 20. 2. Des exemples de réquisitoires émanant du procureur de la République. Les exemples rapportés ici sont issus de la pratique judiciaire congolaise. Ils témoignent de la diversité des infractions dont le procureur de la République a connaissance. Réquisitoire numéro 1, réquisitoire introductif 1. REQUISITOIR, introductif. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la plainte numéro du date. Attendu qu'il en résulte contre nom du déféré, des présomptions graves de violation du domicile et coups et blessures volontaires. Vu les articles 184 alinéas 1er et 2 et 309 du Code pénal. Vu l'article 64 du Code de procédure pénale. Requiert qu'il plaise à Monsieur le juge d'instruction informé par toute voie de droit,
et décerner tout mandat de justice utile. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 2, réquisitoire introductif 2. REQUISITOIR, introductif. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la plainte avec constitution de partie civile portée par nom de la partie civile en date du. Vu l'ordonnance du juge d'instruction en date du, fixant le montant de la consignation. Vu le récépissé constatant le versement de ladite consignation. Attendu que la constitution de la partie civile susmentionnée est régulière en la forme, et recevable quant au fond. Attendu qu'il résulte contre, nom de l'inculpé des présomptions graves de meurtre. Fait prévu et puni par les articles 295 et 302 du Code pénal. Vu les articles 70 et 71 du Code de procédure pénale. Requiert qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction informé par toute voie de droit, et décerner tout mandat de justice utile. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 3, fait nouveau. REQUISITOIRESUPPLETIF. Fait nouveau. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la procédure suivie contre nom et prénom de l'inculpé du chef de infraction. Numéro du parquet, instruction cabinet. Attendu que des faits non visés au réquisitoire introductif sont portés à la connaissance du juge d'instruction qui nous a communiqué la procédure. À notre connaissance par les pièces ci-jointes. Attendu qu'il en résulte contre nom et prénom de l'inculpé des présomptions graves de infraction. Fait prévu et puni par l'article du Code pénal. Vu l'article du Code de procédure pénale. Requiert qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction informé également sur ces faits par toute voie de droit. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 4, noms informés. REQUISITOIRE de NONINF ORMER. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la plainte avec constitution de partie civile portée par nom et prénom de la partie civile ou de la victime, en date du. Vu l'ordonnance du juge d'instruction en date du, fixant le montant de la consignation. Vu le récépissé du versement de ladite consignation. Vu l'ordonnance de soit communiquée en date du. Attendu que la constitution de partie civile susvisée est régulière en la forme. Attendu qu'elle ne saurait être recevable. Qu'à supposer les faits visés dans la plainte établie. Il n'aurait causé au plaignant aucun préjudice direct et personnel. Vu l'article 71 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Requiert qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction déclarer irrecevable la constitution de partie civile de nom de la partie civile ou de la victime, en date du. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 5, réouverture d'informations sur charge nouvelle. REQUISITOIRE aux fins de réouverture d'informations sur charge nouvelle. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la procédure d'information judiciaire suivie contre nom et prénom du délinquant. Du chef de infraction close par ordonnance de non-lieu en date du. Vu le procès-verbal du commissaire de police en date du. Attendu qu'il résulte du dit procès-verbal, des éléments inconnus du magistrat instructeur qui a rendu ordonnance de non-lieu. Que ces éléments constituent les charges nouvelles contre nom et prénom du délinquant. Du chef de infraction. Fait prévu et puni par les articles du Code pénal. Requiert qu'il plaise à monsieur le juge d'instruction informé par toute voie de droit, et décerner le mandat. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 6, renvoi devant le tribunal correctionnel. REQUISITOIRE de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu les pièces de l'information suivie contre nom et prénom de l'inculpé, nationalité, date et lieu de naissance, filiation, profession, situation matrimoniale. Inculpé d'abus de confiance.
Libre. Partie civile. Nom et prénom de la victime, nationalité, date et lieu de naissance, filiation, profession, situation matrimoniale. Vu la plainte en date du. Et notre réquisitoire introductif en date du. Vu l'ordonnance de soi communiquée de Monsieur le juge d'instruction en date du. Aux fins de réquisition de Monsieur le procureur de la République sur le règlement définitif. Attendu que l'information a établi les faits suivants. En séjour à, nom du pays, nom et prénom de l'inculpé, conseil à, nom de la partie civile qui y réside d'acheter courant, année un véhicule de transport. En contrepartie de la prise en charge par, nom et prénom de l'inculpé, des frais de gardiennage, d'expédition et de dédouanement à, nom de la ville de destination, nom de la victime, lui confie l'exploitation commerciale du dit véhicule. Le véhicule arrive bien à, nom de la ville de destination, et il est dédouané selon l'accord verbal des deux parties. Cependant, le temps passe et nom et prénom de la victime ne voit rien venir en ce qui concerne l'argent qu'elle attend de l'exploitation de son véhicule confié à nom et prénom de l'inculpé. Elle rentre donc en contact avec ce dernier, mais leurs multiples conversations ne lèvent pas ses préoccupations. Pour lever l'équivoque, elle demande à sa fille, nom et prénom de cette fille, d'en savoir un peu plus sur le sort de ce moyen de transport affecté à l'exploitation commerciale. C'est ainsi que cette dernière découvre que le véhicule se trouve bel et bien dans le parc auto de nom et prénom de l'inculpé au port de nom de la ville, contrairement à ses allégations. De plus, il exploitait ce véhicule à son propre compte selon les informations recueillies auprès de ses employés. Pendant que nom et prénom de la victime veut reprendre le véhicule, nom et prénom de l'inculpé, nom et prénom de la victime, porte plainte pour abus de confiance pour faire prévaloir ses droits. Discussion. Attendu qu'au terme de l'article 408 du Code pénal, quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligations ou décharges qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé sera puni un emprisonnement d'1 an au moins et de 5 ans au plus, et d'une amende qui sera de 300 000 francs au moins et de 3 millions francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Attendu qu'en contrepartie de l'exploitation commerciale, du véhicule appartenant à nom et prénom de la partie civile, nom et prénom de l'inculpé accepte de payer les frais de gardiennage et de transport à nom de la ville liés à sa mise en circulation. Attendu que nom et prénom de l'inculpé reconnaît avoir réceptionné le véhicule et confirme que nom et prénom de la victime en est la propriétaire. Attendu que nom de l'inculpé déclare que le véhicule réceptionné étant sur cale, son exploitation n'a pu se faire. Attendu qu'il déclare en outre que nom et prénom de la victime lui doit 5 millions francs CFA et qu'en raison de cette dette, dont le point n'a pas été fait avec elle, il a refusé de remettre ce moyen de transport à sa fille venue le chercher. Attendu que nom et prénom de la victime reconnaît que nom et prénom de l'inculpé a bien déboursé des frais de transport et de gardiennage. Attendu qu'elle reconnaît également avoir confié le véhicule pour exploitation à nom et prénom de l'inculpé, et que faute par ce dernier d'avoir rendu des comptes sur la mise en circulation aux fins commerciales du dit véhicule, elle s'est sentie abusée. Attendu que les diverses investigations menées par nom et prénom de la fille de la victime auprès des employés de nom et prénom de l'inculpé font apparaître que le véhicule mis à la disposition de ce dernier font apparaître les allées et venues sur Cabinda à des fins commerciales. Attendu que ces voyages ont engendré des gains qui n'ont pas été remis à la propriétaire du véhicule. Attendu que nom et prénom de l'inculpé reconnaît lui-même que ce véhicule appartient bel et bien à nom et prénom de la victime, mais justifie sa rétention parce qu'il a dépensé l'argent pour son expédition à nom de la ville de destination. Attendu que les déclarations de nom de l'inculpé ne cadrent pas avec l'esprit qui a prévalu avant l'achat de ce véhicule. Attendu que nom et prénom de la victime a acquis ce véhicule parce que nom et prénom de l'inculpé lui a fait miroiter un contrat avec DHL, nom de la ville. Attendu que cet élément suffisait pour amener nom et prénom de l'inculpé
à l'exploitation du véhicule sans en faire état à la légitime propriétaire. Attendu que nom et prénom de l'inculpé n'a pas remis à nom et prénom de la victime l'argent perçu lors de l'exploitation du véhicule mis entre ses mains. Attendu que de ce fait, il a dissipé l'argent fruit de l'exploitation d'un véhicule dont le mandat consistait en son exploitation à des fins commerciales. Au regard de tous ces faits, il va donc de soi que le délit d'abus de confiance est constitué. Qu'en conséquence, il revient au juge d'instruction de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à la loi en application de l'article 165 du Code de procédure pénale. Renseignement. Pas d'antécédents judiciaires connus. Libre. Réquisition aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel. Attendu qu'il résulte de l'information judiciaire charge suffisante contre nom et prénom de l'inculpé, courant, année, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas prescrits, détourner ou dissiper diverses sommes, fruits de l'exploitation commerciale d'un véhicule de marque Volvo immatriculé appartenant à nom et prénom de la victime, véhicule qui ne lui a été remis qu'à titre de mandat à charge par lui de l'exploiter et de le restituer le moment opportun. Fait prévu et puni par l'article 408 du Code pénal. Qu'en application de l'article 165 du Code de procédure pénale, il convient au juge d'instruction de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel. Par ces motifs. Vu les pièces du dossier communiquées, vu les articles 408 du Code pénal et 165 du Code de procédure pénale, requiert qu'il plaise au juge d'instruction retenir nom et prénom de l'inculpé, dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance pour y être jugé conformément à la loi. Faits au parquet date, le procureur de la République. Réquisitoire numéro 7, renvoi devant le tribunal correctionnel. Réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de nom de la ville. Vu la procédure suivie contre les nommés. 1. Nom et prénom de l'inculpé, nationalité, date et lieu de naissance, filiation, profession, situation matrimoniale, etc. Inculpé de destruction de cabanes et des propriétés mobilières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.